Alors, donc oui, Jérémy Coigny, je suis médecin généraliste. Je travaille à la permanence d'accès aux soins à la PHM. Je suis aussi installé pas loin en maison de santé. Utilité, je suis en maison de santé. Du coup, aussi chef de clinique universitaire au département de médecine générale à l'université. Je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait cette année. Et donc, merci Aurélie de m'avoir invité aujourd'hui à ce congrès de psychiatrie. J'espère que je ne vais pas trop vous frustrer avec mes considérations de somaticien. Donc, quelques données statistiques. Donc, voilà, le demandeur d'asile, 86 000 personnes en 2020. Première année de baisse après plusieurs années de hausse soutenue. Covid est passé par là. À Marseille, c'était 6 935 demandeurs d'asile en 2019 enregistrés à la plateforme d'accueil. Alors, la littérature, ben voilà, la personne qui m'a précédé a déjà donné des éléments, mais globalement, il y a pas mal de données sur les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, donc qui ont obtenu l'asile. Tout à l'heure, je crois que c'était 9% de PTSD. J'ai trouvé une méta-analyse de 2018 avec 15,6% de dépression. Mais c'est vrai que la plupart des études, en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle, de réfugiés, de demandeurs d'asile, de migrants. Voilà, c'est pas forcément ciblé. Voilà. Et concernant la santé aussi, je pense que certains d'entre vous connaissent la circulaire de 2018 sur la mise en place des parcours santé primo-arrivants, donc une circulaire ministérielle donc, du ministère de la Santé qui stipule un dépistage précoce, pathologie mentale, pathologie somatique, accès à l'interprétariat dans tous les territoires. Et 3 ans après la mise en place de cette circulaire, c'est pour ça que je posais la question à madame, en fait, il n'y a pas grand-chose qui existe. Alors, il y a des dispositifs expérimentaux et c'est tant mieux, mais on galère. Partant de ce constat, depuis 2020, on a ce projet donc, de passe mobile où on est directement à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, toutes les personnes qui veulent s'enregistrer sur le territoire de PACA, enfin de Marseille, en fait, il y a 2 plateformes d'accueil, Marseille et Nice. Donc, toutes celles qui s'enregistrent à Marseille, on est présent avec un camion où on peut recevoir les patients et on fait donc du dépistage global des pathologies. On peut prendre en charge et on peut orienter aux besoins selon les problématiques qui sont identifiées. Donc, on est présent 1 fois par semaine et voilà, le dada des médecins généralistes, c'est de dire qu'on est les spécialistes du soin primaire, c'est-à-dire qu'on est la porte d'entrée dans le système de santé. Donc là, avec des personnes qui sont arrivées en fait la veille en France, on est le nec plus ultra des soins primaires. Ça, vous avez une photo du camion dans lequel on reçoit les personnes. On était stationné à la Spada avant qu'elle déménage, c'était dans le centre-ville, là, juste à côté. Et donc, pour essayer de recueillir des données probantes pour les institutions et pour les responsables de programmes de soins, on a voulu donc coupler cette action de soins à une action de recherche. On a monté, notamment avec Aurélie, un projet dont l'objectif est de mesurer la prévalence d'une symptomatologie psychiatrique et des comorbidités somatiques chez les personnes qui arrivent en France. Et donc, on s'est intéressé qu'aux personnes qui ont le critère d'inclusion, c'était personnes qui se sont enregistrées et arrivées depuis moins de 21 jours. La prévalence de la symptomatologie psychiatrique, elle a été mesurée à l'aide du questionnaire RHS-15, qui est une échelle qui était validée chez la population des réfugiés pour le dépistage d'une symptomatologie de stress post-traumatique anxieuse ou dépressive. Et concernant la comorbidité somatique, évaluée au moyen d'une échelle de comorbidité, la CIRS, et couplée à une analyse biologique. C'était donc une étude observationnelle, transversale, une photographie de l'état de santé des personnes qui arrivent en France, et donc financée par un appel à projet de recherche en soins primaires. Alors, on a inclus 419 personnes entre le mois de mars et le mois d'août. On espérait avoir 7% des personnes qui demandaient l'asile. En fait, on en a eu 21% par rapport à la population cible. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de personnes en fait, qui demandent l'asile du fait du Covid. Du coup, on a une représentativité qui est plus importante que prévu initialement. Et je vais vous frustrer en vous disant que les résultats sont en cours d'analyse puisque
puisque on a fini les inclusions, enfin voilà, on continue à inclure en fait la première semaine de septembre, donc il y a 15 jours. On n'a pas encore joué la base de données, mais j'ai quand même 2-3 messages à vous donner. Voilà, on espère que le projet de recherche qu'on a mené, en fait, ça va. Ce qu'on veut, c'est dire aux institutions, voilà ce qui se passe si jamais on mène une politique de dépistage des pathologies mentales et somatiques chez les personnes qui arrivent. Voilà surtout à côté de quoi on passe si on ne le fait pas. Concernant en fait, c'est complémentaire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, dans le protocole, on orientait les personnes au centre de lutte anti-tuberculose parce que c'est recommandé chez tous les primo-arrivants de faire un dépistage. Le CLAT est situé à 200 mètres de là où on était stationné. 200 mètres. On peut pointer du doigt en disant c'est là le CLAT. Est-ce que vous voulez qu'on vous prenne un rendez-vous? Est-ce que vous voulez y aller? Bon, ben, en fait, il y a 5% des personnes qu'on a rencontrées qui s'y sont rendues. Donc, si on en avait besoin, encore des données pour expliquer que l'aller vert, c'est efficient et ça rationalise les parcours de soins. Concernant les pathologies mentales, parce que je n'ai pas oublié qu'on était dans un congrès de psychiatrie, globalement, on a au minimum 60% de personnes qui avaient un HS15 positif. Honnêtement, franchement, 60%, c'est une estimation basse. Sur les 150 premières personnes qu'on a vues, j'ai mis 60% pour pas que je vous dise aujourd'hui 80 et qu'en fait, à l'arrivée, c'est beaucoup moins. Quand ça, le papier va sortir, mais c'est une estimation minimale, 60%. Et les syndromes étaient différents après évaluation, c'est-à-dire que on leur faisait passer ce test de dépistage et après derrière il y avait des personnes, c'était uniquement un trouble du sommeil, il y en avait, c'était une urgence psychiatrique avec des idées suicidaires, certaines avec des hallucinations, d'autres uniquement un trouble anxieux. Voilà, c'était vraiment ça identifie le besoin de soins et après derrière le diagnostic clinique du syndrome, en tout cas il variait. Alors voilà, autre retour d'expérience, je rejoins pareil ce que dit ma collègue. En fait, ça a été compliqué d'orienter en seconde ligne. Globalement, c'est vrai qu'une personne qui est arrivée la veille, qui dort à la gare, qui est sidérée par son arrivée sur le territoire, lui dire d'aller dans le 15e, dans le 10e, dans le 6e, dans le 3e, à 5 semaines de la première constatation du besoin, ça a été un peu compliqué. Et aussi, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'il y a 60% de la population au minimum qui a ce besoin, c'est vrai que la saturation n'a pas… Saturation des structures d'aval, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas trouvé comment absorber en seconde ligne ce besoin de soins. Donc, en définitive, en fait, les patients, ils étaient la plupart du temps, en première intention, pris en charge à la place et donc du coup par les médecins généralistes. Alors, concernant l'obstacle dans le parcours de soins, voilà, c'est vrai que les personnes qui travaillent au contact des publics vulnérables, en situation de précarité, qui sont demandeurs d'asile, enfin, les primo-arrivants, peu importe, on est toujours à essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses et tout, et heureusement. Ceci étant dit, je pense que c'est pas possible de parler d'obstacles dans l'accès aux soins sans parler des évolutions légales et notamment du décret qui est sorti en 2019 qui limite l'accès à la CSS, à la CMU chez les personnes qui demandent l'asile. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Le cadre légal, il impacte énormément. Alors voilà, qu'est-ce qui est un obstacle dans l'accès aux soins pour ce public? Il n'y a pas de prise en charge précoce, globale et rationnelle de ce public. C'est-à-dire que le programme qu'on vous a présenté, c'est pour ça que je vous ai demandé pourquoi c'est pas diffusé. Là, vous me dites qu'en fait, c'est pareil, c'est expérimental, c'est le début. Voilà, c'est-à-dire que là, on a pu faire ça tous les jours pendant 6 mois parce qu'on avait un financement de recherche. Aujourd'hui, c'est fini. On intervient une seule fois par semaine et donc il n'y a plus de dépistage précoce, de prise en charge, etc. On est là une fois par semaine, on fait ce qu'on peut, mais on en voit bien moins que quand on était présent tous les jours. Et donc, qui dit absence de dépistage précoce dit surcoût pour le système de santé. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire que quand on dépiste précocement les pathologies, ça rationalise les coûts. On espère que avec des données comme celles qu'on va sortir, ça fasse tilt pour certains décideurs et certaines institutions. Et en définitive, sans avoir encore les résultats définitifs, les trois questions, les résultats définitifs, les trois questions que je pose aujourd'hui, enfin qu'on pose aujourd'hui, c'est
Quelle structuration de l'offre de soins primaires en psychiatrie pour les personnes en situation de précarité qui ont des problématiques particulières dans lesquelles voilà, de prendre un rendez-vous à 5 semaines dans un lieu qu'ils n'ont pas identifié, c'est un peu compliqué. Quid du couple médecine générale psychiatrie, on a travaillé ensemble avec Aurélie. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des axes de travail, que ce soit sur la recherche ou le soin, dans lequel on peut, voilà, sur lesquels on ne tient pas un filon, quoi. Et puis, les programmes de soins innovants, je vous ai présenté la passe mobile. Là, voilà, vous avez présenté aussi un autre programme de soins innovants. À Marseille, il y avait aussi le dispositif de passe de ville qui donnait accès au dispositif médecin traitant pour les personnes primo-arrivantes qui n'avaient pas encore de couverture sociale. Donc, en fait, comme disait Aurélie, en fait, il y a des programmes qui sont faisables. L'idée, c'est juste que les institutions soient derrière pour soutenir, parce que là, au jour d'aujourd'hui, ben, le projet que je vous ai présenté avec une présence quotidienne, il n'existe plus. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on peut aussi mentionner, il y a aussi Clotilde Isabelle qui nous parlera cet après-midi, mais qui mène un programme autour de la narrative exposure thérapie. Il y a quand même des pistes qui existent, psychothérapeutique et prise en charge précoce. Donc, voilà, merci beaucoup pour toutes ces pistes de travail. Effectivement, former les médecins généralistes, il y a énormément de choses à faire pour en capacité les médecins généralistes aussi à prendre en charge des personnes. Mais ça ne peut pas être la seule possibilité. Voilà, ça doit vraiment être quelque chose qui est dans des politiques publiques, qui va de la réforme de l'accès aux soins. Tu parlais du décret de 2019, voilà, jusqu'à la mise en place du système. Est-ce que la piste d'une passe a été déjà explorée? Est-ce que ça, c'est une chose qui est alors, les PASPSY ont la spécificité d'être spécialisés pour les soins somatiques. C'est le terme PASPSY qui va tout à fait approprié, mais tu veux dire qu'il y ait comme une passe, mais qui soit psychiatrique. Pour que l'atterrissage soit fait directement par la passe, mais dans une structure aussi urgente, c'est que prend les relais sur les orientations en psychiatrie communes. Voilà, sur l'existence d'une passe psychiatrique. Sur l'existence d'une place psychiatrique, oui. Donc, la précision importante d'Aurélie, c'est qu'il y a déjà une place psychiatrique, il y a déjà des EMPP. Donc, du coup, pour la place psy, c'est des problèmes somatiques des personnes qui ont des pathologies psychiatriques, qui, du fait de leur pathologie psychiatrique, ont du mal à accéder aux soins. Et donc, pour la question de, en gros, un lieu identifié, en fait, une structure identifiée. Je crois que c'est vraiment ce que présentaient nos collègues parisiens. Ouais, c'est ça. J'allais dire juste, en fait, on attend que ça, nous. Hein. Enfin, qu'on est à la passe adulte des psychiatres, il n'y a aucun problème. Vous étiez bienvenus. Hein. Je veux dire, c'est oui. Enfin, c'est oui, mais c'est juste que déjà, en fait, ça fait bientôt 3-4 ans qu'on est à la passe. Voilà, c'est un travail d'arrache-pied pour essayer de. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des besoins immenses. Enfin, je pense que vraiment, on est encore là-dessus. La LER et des besoins très importants ne sont pas encore pris en charge. Il y a tout un angle mort comme ça de la psychiatrie actuelle. Oui. C'est un problème du territoire qui est très large. Et du coup, effectivement, les gens devaient faire des kilomètres pour aller avoir des soins en psychiatrie. Et du coup, c'est la psychiatrie qui est allée vers eux. Et ça marche énormément. On a beaucoup de se faire. Il y a en délai, c'est bon. Et évidemment, on comprend ce qui fait. Donc, peut-être que ça serait intéressant de penser un peu. Juste
En fait, moi, je suis complètement d'accord. Hein. C'est ce que je répète. Mais juste, si je peux donner un élément supplémentaire, bien sûr, c'est complètement pertinent, efficient. En fait, la question, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on n'est pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une circulaire ministérielle qui est sortie en 2018 qui dit qu'il faut faire ça. On est en 2021 et ça n'existe pas. Et pourtant, les professionnels de terrain, ils ont les mêmes conclusions que la circulaire. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a un bug dans la matrice, quoi. Et c'est vrai que les tutelles, il faut parler des tutelles, des institutions qui sont derrière et qui ont une responsabilité dans l'accompagnement et la mise en place de ces parcours. Donc, c'est pas nous, les professionnels de soins primaires et médecins généralistes, qui allons nous proposer à avoir un psychiatre dans l'équipe. Hein. Aurélie, tu peux en attester que nous, on attend que ça. Hein. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir.